ce modèle pour corriger ces disparités. Le président gabonais de transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, salue la tradition d'amitié qui a toujours prévalu entre les deux pays. À Dakar, il se sent comme chez lui pour avoir été pendant plusieurs années l'hôte du Sénégal. Le Sénégal, pour moi, je ne le cacherai pas, c'est un pays que je tiens à cœur. C'est un pays où j'ai passé 5 ans ici comme attaché de défense. Peut-être, je ne veux pas aussi le cacher, mon inspiration vient du Sénégal. Parce que le Sénégal, pour nous, a toujours été cet exemple de démocratie. Cet exemple que nous aspirons tous depuis la conférence de la Baule. Je voudrais aussi parler le Sénégal qui est un modèle aujourd'hui dans la construction des logements sociaux, un modèle pour cette nouvelle ville, Diamniadio, qui nous inspire beaucoup et que nous voulons également copier le même modèle chez nous au Gabon. Demain, j'échangerai avec les hommes d'affaires sénégalais sur des questions où on peut trouver une coopération sud-sud entre nous et où on pourrait profiter de votre expertise. Le Sénégal et le Gabon, comme je l'ai dit, on entretient des relations séculaires riches, fructueuses, de tout ordre, depuis feu Omar Bongo Ondimba et feu le président Léopold Sédar Senghor, et que je m'engage fermement ici à dynamiser ces relations, qu'elles perdurent entre nous. Je faillirai à mon devoir de gratitude si je ne saisis pas cette occasion pour rendre ici un vibrant hommage au président Macky Sall pour l'œuvre accomplie au bénéfice du peuple sénégalais. C'est un chef d'État bâtisseur qui aujourd'hui, j'ai vu en si peu de temps ce qu'il a pu réaliser pour les Sénégalais. Et ça m'inspire beaucoup. Et je le félicite également pour ses engagements politiques. Ce n'est pas souvent évident de voir un chef au sommet de son art et renoncer à un 3e mandat. C'est un geste démocratique fort que je pense qu'on peut tous ici applaudir pour le peuple sénégalais. Au plan bilatéral, le Gabon et le Sénégal entretiennent des relations de coopération qui couvrent des domaines variés, notamment l'éducation et la formation professionnelle, la culture, la jeunesse et les sports, l'économie et le commerce. Le constat que nous avons fait, c'est que nous pouvons encore mieux faire pour hisser notre coopération économique et commerciale au même niveau que nos relations politiques et diplomatiques. Nous pouvons aussi développer davantage des échanges d'expériences dans les domaines cibles d'intérêt commun et mieux impliquer nos secteurs privés respectifs. C'est donc un nouvel élan qui s'incruste dans les relations amicales entre Dakar et Libreville. Les deux pays vont établir une commission mixte pour asseoir une coopération résolument tournée vers des succès et retombées économiques. Et puis dans le cadre de son séjour en terre sénégalaise, le général Brice Oligui Nguema, président de la transition du Gabon, visitera demain, vendredi, le pôle urbain de Diamniadio en compagnie du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Le général Nguema visitera notamment la Maison des Nations Unies récemment inaugurée par le chef de l'État, le président Macky Sall. La secrétaire générale de la Commission africaine de l'aviation civile a été reçue aujourd'hui par le président Macky Sall. Au menu des échanges, l'installation de leur nouveau siège à Dakar. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter Adefunke Adeyemi, interrogé à sa sortie d'audience par Pape Biram Biguenyai. This was a courtesy call for us to visit with the president. Ceci est une visite de courtoisie et c'est à la suite de l'audience qui nous a été accordée par son Excellence le président Macky Sall. Et ceci, c'était juste pour marquer la reconnaissance
par rapport au Sénégal pour le siège qu'ils ont bien voulu nous accorder. La CAFAG a été créée depuis 1969 et dont le siège se trouve à Dakar. Donc elle était juste venue présenter au président en même temps des vœux de meilleure et bonne année 2024 et en même temps lui faire part de notre présence et de notre reconnaissance. La présence de la CAFAG au Sénégal a un impact dans le sens où le Sénégal est un hub. Le Sénégal abrite le siège de la CAFAG et vous savez que la CAFAG s'occupe de toutes les questions en matière d'aviation civile en Afrique. Donc il est important que le siège se trouvant ici dans notre pays montre l'importance du Sénégal qui a été choisi pour abriter ce siège. Comme vous le savez, la sécurité, la sûreté dans l'aviation sont des domaines importants et bien sûr sans oublier la connectivité. Et dans ce monde global d'aujourd'hui, c'est un domaine très important et ceci conduit bien sûr à améliorer l'aviation. Et les échanges, les accords aériens, les compagnies aériennes, la connectivité, le marché intra-africain, MUTA, marché unique du transport aérien, ce qui est très important et ce qui fait partie des points de l'agenda de l'Union africaine 2063 et dont le président, bien sûr, est bien au parfum puisqu'il a été à l'Union africaine pendant 1 an. De nouveaux ponts pour la région de Ziguinchor, inaugurés par le Premier ministre lors de sa tournée économique. Les ponts de Baïla et de Diouloulou accueillis avec soulagement par les populations locales. Amadou Ba a également visité les chantiers de l'aéroport de Ziguinchor en rénovation et qui sera bientôt livré. Et à Niaguis, le chef du gouvernement a dévoilé la plaque inaugurale d'un nouveau poste de santé à Fanda. Retour sur ces différentes étapes avec Aram Daoua. Baïla est un village situé à 15 km de Bignona. Le Premier ministre y célèbre encore des réalisations de l'État. Ce pont, large et flambant neuf, remplace un vieil ouvrage des années 70 qui n'offrait qu'une seule voie. Le financement a été fait par l'État du Sénégal avec le concours de la Banque Société Générale pour un montant global de 5,3 milliards pour le pont de Baïla, 5,3 milliards pour le pont de Diouloulou. Il s'étend sur un linéaire de 120 mètres avec un raccordement sur la RN5 de 400 mètres de part et d'autre. Le projet il est situé sur la Nationale 5. La Nationale 5 qui est une section du corridor Dakar-Banjul via Diouloulou ou bien via Séléti à la frontière. Baïla et Diouloulou, 2 nouveaux ponts pour un seul département, Bignona. Dans le Foni, l'État a aussi fini d'aménager et de bitumer la boucle des Kalounaï et la voirie de Koubanao, un ensemble d'ouvrages qui désenclavent une région dont la beauté et les innombrables richesses naturelles mettent tout le monde d'accord. La position stratégique des Kalounaï entre Ziguinchor, Bignona, Sédhiou et le volume des produits fruitiers et maraîchers qui transitent par cet axe pour être acheminés vers le reste du pays attestent de l'opportunité et de l'importance de la construction de cette route. Les réalisations relèvent les défis de la mobilité et des échanges. La mobilisation des populations témoigne d'une grande satisfaction. Le pont de Baïla, le pont de Diouloulou et la boucle des Kalounaï, ainsi que la voirie de Koubanao, sont bien plus que des infrastructures en acier et en béton. Ce sont des investissements dans l'avenir de nos régions, des témoignages de notre engagement envers le progrès et le bien-être de nos concitoyens. C'est la composante infrastructure du PSE qui s'exprime diversement dans la zone sud avec des acquis majeurs. On peut aussi compter l'aéroport de Ziguinchor, démoli, reconstruit et bientôt livré. Il va accueillir les avions de type B737, également les A320. Donc c'est des aéronefs qui répondent aux normes internationales. Le taxiway qui a une dimension de 170 mètres peut accueillir également ces types d'avions. L'ouvrage sera réceptionné sous peu
faisant de Ziguinchor la seule région à disposer de 2 aéroports au Sénégal. Pendant ce temps, Fanda, dans le Niaguis, a déjà reçu les clés de son nouveau poste de santé. Cette infrastructure entre dans le cadre du développement ou des programmes, des filets sociaux de son Excellence le Président de la République. Qui connaît le Puma? Nous avons tout à l'heure aussi vu le magasin de l'ADER. Durant le trajet, nous avons aussi dépassé la brigade de gendarmerie. Donc toutes ces infrastructures, tous ces projets de développement ne sont possibles que parce que la paix est revenue. Et pour cette paix, la commune, l'arrondissement, la région ne cessera de dire merci à son Excellence le Président de la République. Et c'est ce qui explique aujourd'hui toute cette motivation à être à côté de Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre qui connaît le PSE. Monsieur le Premier ministre qui rassure. Du santé Yalla. Parce que c'est la paix retrouvée. Nous rendons grâce à Dieu, car toutes ces réalisations ne sont possibles par ici que parce que la paix est revenue. C'est cette paix qui fait qu'à 23 heures passées, nous sommes encore là, réunis pour mettre gracieusement à la disposition de Niaguis ce poste de santé. J'imagine votre fierté, Madame le maire de Niaguis. Sachez que les investissements vont se poursuivre. La Géroute, le Puma, le PRAS, programme de réhabilitation des aéroports du Sénégal. Les investissements de l'État sont massifs dans le sud et les populations ont exprimé toute leur reconnaissance au Premier ministre au cours de sa tournée économique. La deuxième phase de la tournée d'information et de partage sur le programme 100 000 logements est officiellement clôturée. Le Mali a été la dernière étape. Les ressortissants sénégalais établis dans ce pays ont accueilli avec joie et satisfaction la délégation du ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Dame Silla. Bamako a bouclé la deuxième phase de la tournée d'information et de partage sur le programme 100 000 logements. Devant une foule de ressortissants sénégalais, le ministre de l'Urbanisme et sa délégation ont apporté des réponses claires et nettes sur l'ensemble des questions soulevées par le public. Discuter de nos programmes et projets, vous faire l'état des lieux, vous écouter, mais ne vous dire que la vérité, et rien que la vérité. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes là avec l'ensemble des directeurs concernés par le programme. Dans la diaspora, le programme travaille avec des coopératives d'habitat pour une meilleure coordination. Au Mali, les ressortissants sénégalais se sont déjà regroupés dans des coopératives. Il était intéressant pour nous de nous fédérer afin qu'on puisse avoir un répondant au niveau de l'État et puis un bon facteur négociateur au niveau des banques. Le programme 100 000 logements fait intervenir différentes structures de l'État, au-delà de la direction de la construction, de la SNHLM et du Fonds de l'habitat social. Il y a également la SAFRU qui se charge de l'aménagement. Après 2 ans d'exercice opérationnel, la SAFRU a pratiquement bouclé l'aménagement sur 267 hectares. Nous avons fini de toucher 7 régions sur 14 pour accueillir 5696 logements. La diaspora sénégalaise du Mali a fortement répondu présent à cette rencontre d'information et de partage. Elle a vivement salué la mise en place du programme 100 000 logements et du quota de 20% accordé aux Sénégalais de l'extérieur. Ça, c'est vraiment pour nous un début de solution sur lequel nous comptons vraiment s'agripper. Et nous profitons de l'occasion pour remercier le président Macky Sall qui n'a jamais cessé de penser à la diaspora. Aujourd'hui, si on parle dans pratiquement tout ce qui s'est fait au Sénégal, la diaspora est considérée quelque part. Après l'Afrique centrale et de l'Ouest, le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique promet au reste de la diaspora une visite d'information et de partage sur le programme 100 000 logements dans les prochaines semaines. Siara annuelle de la famille omarienne dédiée à Thierno Seydou Nourou Tall et Thierno Montaga Tall. La 44e édition est prévue du 25 au 27 février de cette année. Une réunion nationale préparatoire a été présidée ce jeudi par le ministre de l'Intérieur. Des instructions ont été données pour un bon déroulement de cet événement religieux qui draine des foules. Mamadou Sakine. Autour de cette table, des autorités étatiques, religieuses et des chefs de service
Objectif, définir les orientations pour une bonne tenue de la ziara annuelle de la famille omarienne. La 44e édition, c'est du 25 au 27 février 2024. Nous sommes satisfaits. Nous avons écouté le gouverneur qui a relaté l'ensemble des points qui avaient été évoqués lors du CRD de décembre 2023. Ensuite, les services de l'État, chacun a montré sa volonté d'apporter sa contribution positive à la réussite de cette ziara. Dans ce cadre, qu'on a vu que l'ensemble des problèmes, en tout cas, ont été réglés à plus de 90%. Comme lors des éditions antérieures, l'État entend jouer pleinement son rôle de garant de la liberté de culte. L'État, à travers son gouvernement, son administration territoriale et ses services techniques aux différents échelons, accorde un intérêt vif et particulier à la ziara omarienne. C'est pourquoi, chaque année, il prend toutes les dispositions et mesures nécessaires pour la mise en œuvre des différentes actions pour lesquelles il s'engage dans le sens d'une très belle réussite de cet important événement religieux. Des instructions sont données pour le respect des missions assignées à chaque service. Le ministère de l'Intérieur Le ministère de l'Intérieur fera le nécessaire pour que les requêtes et doléances formulées soient exécutées. L'imam de la mosquée omarienne a pour sa part remercié le chef de l'État et formulé des prières pour une élection présidentielle apaisée. Le chef de l'État accorde une attention particulière aux foyers religieux. Nous prions Dieu qu'il assiste dans ses missions. Tout le Sénégal est content de lui. Il a changé le visage du pays. Pour l'élection, nous prions également qu'il y ait la paix. Chaque année, ils sont des milliers de fidèles à prendre part à cette importante cérémonie de dimension internationale. Elle est dédiée à Thierno Seydou Nourou Tall et Thierno Mountaga Tall, deux figures emblématiques de la descendance de l'érudit Elhadji Oumar Tall. Coupe d'Afrique des Nations, un fait inédit s'est produit lors du match Sénégal-Gambie. Le signal a été interrompu durant une bonne partie de la rencontre. La RTS n'est en aucun cas responsable de ce dysfonctionnement. La responsabilité incombe plutôt à la CAF et à New World TV, qui l'ont d'ailleurs reconnu à travers un communiqué. La RTS se trouve ainsi confrontée à une exception d'inexécution et peut légalement tenter des actions en guise de réparation. Amadou Diallo. La retransmission du premier match des Lions du Sénégal a connu une longue rupture. Cette situation n'est pas due à une défaillance technique de la télévision nationale. La RTS avait pris toutes les dispositions pour permettre aux Sénégalais de suivre le match en clair sur tout le territoire national. La rupture du signal est de la responsabilité de New World TV et de la CAF. New World, quand la CAF lui confie, la CAF lui demande de non seulement s'assurer qu'il y aura une diffusion en intégrale, mais en direct. Non seulement le direct a été arrêté, ça veut dire que l'intégrale, on ne l'a pas eu. Alors du coup, ça nous a causé des problèmes. Nous, juste les simples téléspectateurs, on s'est dit qu'est-ce qui s'est passé. Et comme nous, on a comme interlocuteur, et nous ne connaissons que la RTS, nous nous sommes dit on va aller voir la RTS, parce que c'est elle qui est là, c'est elle que nous connaissons. Mais la RTS aura le droit à ce moment-là de dire ah, attention, moi, j'ai pris cette affaire sur la base d'un cahier de charge. D'un cahier de charge qui a permis à New World de venir me donner cela. Et dans ce cahier de charge, on demande à New World de faire tout ce qu'il faut pour que tous les citoyens qui ont besoin de cela puissent le faire. Or, dans ce cahier de charge, si vous regardez même au Sénégal, le cahier de charge du CNRA, on retrouve presque les mêmes termes, les mêmes choses. Il faut s'organiser pour qu'il n'y ait pas de rupture, pour qu'au plan technique, tout se passe très bien et que la retransmission puisse se faire sans rupture. Alors, s'il y a une rupture, qui est responsable? C'est le concessionnaire. C'est lui qui doit s'assurer de cela. On ne peut pas dire aujourd'hui que c'est la RTS. La RTS a donc scrupuleusement respecté les termes du cahier de charge qui la lie à New World TV et par ricochet à la CAF. Mais la qualité de service n'a pas suivi lors du match Sénégal-Gambie. C'est d'autant plus valable que ce n'est pas un contrat gratuit. On paye.
et on paye à des prix forts. Je crois que votre DG, une fois, a même sorti le prix. N'a pas voulu sortir le prix parce que c'est costaud. Alors, quand vous payez quelque chose, vous avez droit à une qualité de service. Si le service ne suit pas, vous êtes en droit de dire à la personne, écoutez, moi je vais faire quelque chose qui fera en sorte qu'on va rééquilibrer. Si vous devez exécuter votre chose et que vous ne l'avez pas fait, moi qui suis en face de vous et qui devais vous payer, je suis en droit de dire, puisque vous n'avez pas exécuté, moi aussi je n'exécute pas. Et c'est comme cela que la RTS, à mon avis, aujourd'hui, a la possibilité de dire à New York, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait faire, moi je devais vous payer tant, donc je vais peut-être faire quelque chose qui me permettra de rééquilibrer. Parce que peut-être la RTS a perdu, certainement, c'est fort possible. Vous aviez des annonceurs. Les annonceurs, peut-être, ils vont dire, on avait un temps d'antenne de temps, ou bien on nous a eu une interruption et tout cela. C'est fort possible, je ne sais pas. En tout cas, il faudra évaluer le préjudice. La RTS reste plus que jamais attachée à une bonne qualité du service public. La direction générale et l'ensemble du personnel sont quotidiennement à pied d'œuvre pour une retransmission sans faille des événements sportifs. Les droits transmis par New World TV à la RTS lui confèrent l'exclusivité des droits de diffusion pour la retransmission via la télévision, la radio et la diffusion fanzone au Sénégal, de même que les supports numériques. Ne pas respecter ces droits, c'est s'exposer à des poursuites pour contrefaçon. Les explications du professeur Abdoulaye Sakho, micro d'Amadou Diallo. Là, c'est vraiment du droit. C'est du droit d'abord. Parce que je crois que les droits qui ont été transmis par New World à la RTS, ce sont des droits qui portent sur presque tous les supports dans lesquels on peut regarder le match. Je dis bien tous les supports, technologiques, techniques et tout cela. Donc la RTS est en exclusivité. Et là, aujourd'hui, la possibilité de dire, il n'y a que moi qui peux retransmettre. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que des gens peuvent dire, mais pourquoi seulement la RTS? Parce qu'on est dans une situation dans laquelle c'est l'équipe nationale, c'est telle et telle et telle. Comme je vous ai dit, c'est une valeur économique. À ce moment-là, au lieu de venir dire, nous, on va contester le monopole, il faut aller négocier avec la RTS. Je crois que c'est ça la solution. Il y a des zones dans lesquelles peut-être la RTS aurait pu dire, écoutez, moi j'ai tous les droits, mais je voudrais faire en sorte que certaines personnes, certaines chaînes, certains trucs puissent... C'est cela en réalité un pays, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais ils ne peuvent pas sur la base du droit contester, ce n'est pas possible. L'exclusivité, ça a un nom. Et l'exclusivité existe. L'exclusivité, ça veut dire que je suis le seul à pouvoir faire cela. Maintenant, si d'autres ont envie de le faire, ils peuvent venir voir avec la RTS comment faire. Vous savez, dans beaucoup de pays, aujourd'hui, cette question des droits de télé, elle est très avancée. On l'a plus ou moins réglée. On dit, l'organisateur, vous êtes propriétaire de l'événement, vous pouvez le confier à quelqu'un. Ce quelqu'un, quand il va diffuser, il sera seul à pouvoir diffuser cela. Et à ce moment-là, ce qu'on arrive à faire, parce que vous qui êtes de la télé, vous savez mieux, il y a des chaînes dans lesquelles on paye, il y a des chaînes qui ne peuvent pas couvrir la totalité du territoire, il y a des chaînes dans lesquelles on ne paye pas, voilà, ces genres de choses-là. Alors, quand on est en face d'un événement qui est important, pour lequel tous les citoyens doivent pouvoir voir, à ce moment-là, dans certains pays, comme les pays européens, ils ont qualifié ça d'événement d'importance majeure. Et quand c'est un événement d'importance majeure, à la limite, on trace le chemin par lequel on doit le donner. On va le donner à un opérateur qui puisse permettre à tous les citoyens, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, de pouvoir l'avoir. Et à ce moment-là, il y a des chaînes à péage qui ne pourront jamais l'avoir. Si vous regardez bien, les pays sur lesquels nous nous fondons généralement, très souvent, quand il y a des matchs de l'équipe de foot de France, c'est rare de voir ça dans les chaînes à péage. C'est souvent la chaîne, c'est une chaîne privée, mais elle est très large. C'est dans cette chaîne-là qu'on met ces équipes. Donc, ça, tout cela, je crois que le droit, ceux qui contestent, je peux leur dire tranquillement, ils ne peuvent pas gagner. Justement, ce communiqué de New World TV dans le cadre de la distribution audiovisuelle de la Coupe d'Afrique des Nations, CAF Total Énergie, CAF 2023, actuellement en cours en Côte d'Ivoire. Je tiens à confirmer que conformément à l'article 7 du contrat CAF NWTV RTS, la RTS détient la licence exclusive des droits de diffusion en clair free-to-air pour la retransmission via la télévision, la radio et la diffusion publique fanzone au Sénégal. Toute personne, qu'elle soit privée ou publique, enfreignant ces droits fera l'objet de poursuites pour contrefaçon. Signé Nimonka Kolani, directeur général de New World TV, en communiqué adressé au directeur général de la RTS, Racine Talla. Veille de match pour les Lions, le Sénégal fera face au Cameroun ce vendredi à 17h à Yamoussoukro.
Les hommes d'Aliou Cissé se sont entraînés cet après-midi à l'annexe du stade Charles Konan-Banny. Auparavant, le coach et Idrissa Gana Gueye, milieu de terrain, ont été en conférence de presse, suivant les explications de Fatoumata Savané. Ils sont 25 lions à prendre part à la séance de cet après-midi. Les deux absents sont Cheikhou Kouyaté et Abdallah Sima, victimes d'une gêne aux adducteurs. Moussa Niakhaté et Youssouf Sabali ont travaillé de leur côté avec le préparateur physique. Les lions ont pu faire quelques exercices après leur course, tels que la précision des passes et la vitesse dans la remise. Nous, au Sénégal, on est un peuple qui ne parle pas beaucoup, un peuple très humble. Donc, comme je l'ai dit, le Cameroun, vous êtes le continent, on vous connaît. Hein, les hommes du C'est dans une atmosphère détendue que Aliou Cissé et Idrissa Gana Gueye ont fait face à la presse. Le sélectionneur national se dit conscient de cette nouvelle confrontation avec le Cameroun. On est prêt, nous savons que c'est un autre style de match avec une équipe qui a d'autres caractéristiques que la Gambie. Mais j'ai envie de dire qu'on l'a bien préparé. Aliou Cissé, serein et mesuré comme à son habitude, compte sur l'esprit de groupe et sur l'engagement de tout un chacun. On a constitué un groupe assez compétitif qui constitue de 27 joueurs. Je suis conscient aujourd'hui que dans ce groupe-là, tout le monde peut jouer. J'ai envie de dire que c'est une aubaine pour un entraîneur d'avoir à sa disposition autant de qualité. Selon Idrissa Gana Gueye, ses coéquipiers sont prêts pour le match et le respect des consignes du coach est déterminant. Bien se concentrer, respecter les consignes du coach, jouer les matchs à 200%, ne pas calculer l'adversaire, surtout se concentrer nous, ce que le coach va nous demander de faire, parce que lui et son staff ont bien étudié cette équipe camerounaise et je pense qu'ils ont les clés aujourd'hui pour nous faire gagner ce match. Le Sénégal a acquis beaucoup d'expérience depuis ses dernières Coupes d'Afrique des Nations. Aliou Cissé se dit déterminé avec ses hommes. Le sélectionneur parle de son groupe avec fierté et estime que son effectif est interchangeable à chaque poste. Le sélectionneur camerounais a également fait face à la presse à la suite d'Aliou Cissé. Il était accompagné par Georges Kevin Nkoudou. Les deux se disent confiants, même s'ils reconnaissent la qualité de l'effectif sénégalais. Et Gobert Song a fait le point sur la situation de Vincent Aboubakar et de André Onana. Le Cameroun s'est ensuite entraîné au complexe sportif du centre Houphouët-Boigny. Le reportage de Sabassi Faye, Massiré Faye et Elhadj Tierno-Dramé. Rigobert Song est confiant pour le match contre le Sénégal. Il fait partie de ces Camerounais qui, dans leur carrière, ont battu les Lions. Et pour lui, l'histoire compte. Depuis 34 ans, le Sénégal n'a plus battu le Cameroun en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. L'histoire ne trompe jamais. Hein. Ça va être la continuité de l'histoire que vous avez dit, parce que on va rester dans cette histoire-là. Aujourd'hui, nous savons tous que le Sénégal, c'est une très belle équipe. On ne dira pas le contraire. Mais moi, je fais confiance à mes joueurs et je crois que demain va être un match qui est différent de ce que vous avez pu voir lors du premier match. Comme lui, Georges Kevin Nkoudou, un des hommes en forme du Cameroun, est aussi confiant. Il affiche le sourire et une grande détermination à faire tomber le champion en titre. Pour être honnête, c'est vrai que le Sénégal, c'est l'une des favoris de cette compétition. Mais comme je dis toujours, il ne faut jamais enterrer le Cameroun. On est quand même une grosse équipe, une grosse nation, on a des très bons joueurs. Le match sera très difficile pour les deux équipes. C'est à nous de faire ce qu'il faut pour pouvoir les mettre en danger. Et je pense qu'on a toutes les armes nécessaires pour pouvoir les mettre en difficulté. Malgré la sérénité affichée face à la presse, le Cameroun n'est pas au mieux. Sous pression, après le nul face à la Guinée, les Lions indomptables doivent aussi gérer les absences de Vincent Aboubakar notamment, et le cas Onana dont on ne sait s'il jouera ou pas. Ça fait 2 ou 3 jours qu'il est là. Bon, on verra la forme du jour, parce que j'ai dit entre les déplacements et tout, bon, on verra bien demain. Tout dépendra de lui. Présent à la séance d'entraînement des Lions indomptables, André Onana est un joueur important qui peut beaucoup apporter. Reste à savoir si Rigobert Song le choisira au détriment d'Ondoa. Une chose est sûre, contre le Sénégal, le Cameroun devra être à 100%.
Et là, Tierno Dramé est en ligne de Yamoussoukro, notre envoyé spécial. Alors Tierno, avant de parler du Sénégal, dans la tanière des Camerounais, il y a sans doute quelques frictions, des problèmes. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les cas Onana et Vincent Aboubakar? Bonsoir Ibrahima, bonsoir à tous. Comme vous l'avez dit, dans le camp camerounais, il y a quelques soucis. Sur le cas Vincent Aboubakar, c'est une blessure, évidemment contractée lors de la dernière semaine de préparation, après le match amical contre une équipe. Vincent Aboubakar s'est blessé à l'entraînement. Il a senti une pointe musculaire et donc dans un premier temps on l'avait déclaré forfait avant que finalement après l'IRM les Camerounais ont sorti un communiqué pour dire que Vincent Aboubakar ne serait absent que quelques semaines. Donc ils espèrent un retour si le Cameroun va au bout de la compétition. Pour le cas Onana, c'est beaucoup plus complexe puisque vous le savez, Onana a préféré rester avec son club Manchester United pour jouer un match de championnat important contre Tottenham. Et donc, il a choisi de rester, n'est venu que la veille du match contre la Guinée. Et donc, il y a eu quelques frictions avec son entraîneur. Il semblerait que Rigobert Song ne lui a pas adressé la parole. Et donc, à un moment donné, il avait peut-être, selon certains, boudé, mais finalement, il est revenu à la raison. Donc, aujourd'hui, les choses semblent s'améliorer puisqu'il s'est entraîné avec le groupe. Maintenant, la question est de savoir est-ce que Rigobert Song va l'aligner contre le Sénégal. Ça, on aura la réponse demain. Mais tout ça fait que l'équipe du Cameroun n'est pas dans un environnement forcément très serein, d'autant plus que les résultats sportifs ne suivent pas. Ils ont été tenus en échec par la Guinée alors même qu'ils jouaient à 11 contre 10. Donc tout ça fait penser que cette équipe-là est faible, ou en tout cas n'a pas forcément le moral à 100%, mais ça reste le Cameroun, une équipe qui est capable de se sublimer quand elle est dos au mur. Alors on va parler des Lions de la Teranga à présent, qui ont laissé ce pan de notre culture à Dakar, comme le disait l'autre. Alors, ces Lions ont fait leur dernière séance d'entraînement aujourd'hui. Qu'est-ce qui se dégage au sein de la tanière sénégalaise avec ces joueurs qu'on a vus à l'entraînement tout à l'heure dans le reportage de Fatoumata Savané? Alors beaucoup de sérénité parce qu'on a une équipe qui est consciente de sa force, qui est consciente de ses qualités, qui a accepté son statut de favori et c'est extrêmement important. Maintenant, toujours, il y a un mot qui revient tout le temps dans la bouche d'Aliou Cissé, dans la bouche des joueurs. Ça a été le cas aujourd'hui avec Idrissa Gana Gueye, comme ça a été le cas avant avec Kalidou Koulibaly. C'est l'humilité. Il faut être confiant, il faut savoir ce qu'on veut, mais il faut quand même garder cette dose d'humilité qui fait que vous avez les pieds bien vissés au sol. Et donc, voilà, ne pas oublier l'objectif pour lequel on est là, c'est aller reconquérir, ou en tout cas défendre le titre. Donc, il y a beaucoup de sérénité. Après, Idrissa Gana Gueye a lâché un mot quand même qui me semble extrêmement important. On va jouer notre football, mais s'ils veulent la guerre, ils l'auront. Et ça, évidemment, c'est sur le terrain. Ça veut dire que c'est une équipe qui est déterminée, qui veut tout de suite avoir un très bon résultat, c'est-à-dire gagner pour, voilà, déjà terminer premier du groupe, valider la qualification et ensuite après dérouler plus sereinement. Mais on peut vous assurer qu'en dehors peut-être des cas de blessure, puisqu'on va quand même le signaler, Cheikhou Kouyaté n'a toujours pas rejoint le groupe. Il a perdu son papa, pour rappel. Youssouf Sabaly a commencé la course, mais il n'a pas encore intégré le groupe de performance, tout comme Abdallah Sima qui a une petite gêne au niveau des adducteurs. Mais pour le reste, tout le monde est là et on peut espérer retrouver une équipe aussi belle que celle qu'on a vue contre la Gambie. Évoquer justement ces cas de blessures et d'absence, est-ce que, Tierno, on peut s'attendre à des changements au sein justement du 11 de départ avec justement Gana Gueye ou pourquoi pas les anciens qui pourraient intégrer le 11 de départ d'Aliou Cissé? Alors là, il y a un gros point d'interrogation, puisque l'équipe qui a joué contre la Gambie a tellement bien joué qu'on se demande s'il devait y avoir des changements, qui va sortir ou qui va entrer et à la place de qui. Certains parlent d'Habib Diallo, mais si on regarde bien le match, il n'a pas été mauvais, bien au contraire. Il a réussi à bien fixer la défense gambienne, jouer en déviation, il aurait même pu délivrer une passe décisive à Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr lui-même, beaucoup se posent la question, mais
auteur d'une passe décisive. Il s'est bien démené sur son côté. Peut-on le remplacer? Peut-on l'envoyer sur le banc? Au milieu de terrain, vous parlez de Gana Gueye, mais Gana Gueye, qui peut-il bien remplacer dans cette équipe-là? Pape Gueye a été extrêmement performant. Lamine Camara, on n'en parle même pas. Abdou Diallo également, dans ce rôle de premier relanceur, a été excellent. Donc la tendance pour beaucoup, c'est le même 11, c'est de reconduire le même 11 que contre la Gambie. Mais difficile de dire s'il peut y avoir des changements dans cette équipe-là. Mais dans toutes les façons, Aliou Cissé le dit, son équipe, à tous les postes, les joueurs sont interchangeables. Mais aussi, on aime bien dire en sport qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Donc on peut penser qu'à 99%, c'est le même effectif qui va être reconduit. Le même 11 de départ, en tout cas, contre le Cameroun. Oui, mais Thierno, l'expérience va beaucoup jouer pour ce genre de match. C'est pour ça que certains pensent que Aliou Cissé pourrait faire quelques réajustements et intégrer des joueurs qui ont connu ces grands rendez-vous dans le continent africain. Oui, mais après, il ne faut pas oublier que ce match-là est important, mais il n'est pas décisif. Puisque, quel que soit le résultat, aucune de ces deux équipes-là n'est ni éliminée, n'est pas éliminée en tout cas. Parce que la qualification, oui, en cas de match nul, le Sénégal est qualifié. Le Cameroun va devoir chercher une finale, va devoir jouer une finale contre la Gambie. Le résultat, quel qu'il soit, n'élimine pas le Sénégal. Bien au contraire. Pour le Cameroun, peut-être la question est plus complexe. Comme je l'ai dit, il faut éviter de perdre pour ne pas se retrouver dans une situation extrêmement critique. Mais dans l'absolu, c'est donc un match important. Mais est-ce que c'est raisonnable de faire d'énormes changements ou 2-3 pièces qui vont peut-être déstabiliser? Parce qu'il faut rappeler que le 11 de départ que vous avez vu jouer contre la Gambie, il est quasiment le même que celui qui a joué contre le Niger. En l'occurrence, sur les 11, il n'y avait que Sadio Mané qui était absent et qui a donc intégré ce groupe. Et donc, on se pose la question, pourquoi changer finalement si Aliou décide de changer? Donc, comme je l'ai dit, la tendance est de garder le même 11 de départ. Mais bon, après, comme on le dit, Aliou Cissé est un entraîneur qui est plein de surprises. Il peut aussi décider de faire des changements. Mais bon, les spécialistes le diront, on ne change pas une équipe qui gagne. Merci Thierno Dramé de Yamoussoukro. Et demain, on verra bien ce que Aliou Cissé va proposer justement au peuple sénégalais. La deuxième journée de la phase de poule de la CAN. Justement, ça a débuté ce jeudi. La Guinée équatoriale a battu la Guinée-Bissau par 4-2. La Côte d'Ivoire perd devant le Nigeria sur le score d'un but à 0. Et puis le choc Égypte-Ghana a tenu toutes ses promesses avec à la fin un match nul, 2 buts partout entre donc l'Égypte et le Ghana, un match qui c'est terminé il n'y a pas longtemps. La vente et le flocage des maillots de l'équipe du Sénégal a bien débuté en cette période de la CAN. Les vendeurs dans les rues de Dakar ou dans les boutiques enregistrent une forte demande de la part des supporters. Une clientèle qui pouvait augmenter si un nouveau maillot était proposé. Je vous propose justement de regarder ce reportage de Mansour Dieng et Philomène Constance Diagne. Rond-point Petersen, l'ambiance bat son plein dans le célèbre marché du même nom. Coupe d'Afrique oblige, les maillots, les écharpes et autres gadgets sont sortis, les clients aussi. Pour le maillot, pour le moment, est abordable. Pas tellement cher parce que c'est 2 000 et 3 000 francs. Ça part de 2 000 et 3 000 francs jusqu'à 3 500. Les prix sont un peu abordables, hein? Ouais, mais bon, ça va quand même, on gère. J'ai acheté des bandeaux, voilà, des drapeaux, des sifflets, tout ça pour supporter. Sur la rue Vincent, d'autres clients font leurs emplettes dans cette boutique spécialisée en tenue de sport. Ce supporter est habité par la superstition. J'ai toujours acheté des jeux de maillot ailleurs, ça ne s'est jamais bien passé. En 2022, j'étais venu ici pour la première fois, acheter un jeu de maillot pour moi et ma famille. Dieu a fait que l'équipe du Sénégal a gagné. Pourquoi ne pas rééditer les mêmes coups aussi, revenir dans le même lieu pour davantage supporter Lyon et espérer qu'il gagne un deuxième trophée consécutif continental. Si pour le moment la vente se passe bien, un bémol est noté. Tout se passe bien, alhamdoulilah, les clients sont là, il y a l'effervescence et tout. Les gens sont enthousiastes. Les Sénégalais sont toujours là. Ils sont en train de supporter, franchement, et on espère gagner encore. Une deuxième étoile, ça fait toujours quelque chose. On gère.
Mais vous savez, les Sénégalais viennent toujours au dernier moment pour faire leurs commandes. Mais ça va quoi, tout se passe bien. Il n'y a pas de nouveauté, ils n'ont pas changé de maillot. On joue avec les mêmes maillots qu'on a joué avec la Coupe du Monde. Période propice pour écouler les produits et accessoires estampillés équipe nationale. La montée en puissance des amis de Sadio Mané va booster ce commerce. Et que dire s'ils arrivent en finale? Je propose à présent le résumé des matchs justement de la 12e journée de la phase de poule. La Guinée équatoriale, je rappelle, qui bat la Guinée-Bissau par 4-2. La Côte d'Ivoire perd devant son public face au Nigeria en 1-0. Et le choc Égypte-Ghana qui tient toutes ses promesses avec un match nul, 2 buts partout. Amadou Diallo. Le Nigeria s'offre le pays organisateur. Les Super Eagles ont battu les éléphants de la Côte d'Ivoire sur le score de 1-0. Le but de Trost Ekong déclenche un coup de tonnerre à Ebimpe. Le gardien ivoirien Fofana n'a aucune chance face à ce missile du capitaine des Super Eagles. 1-0 en faveur du Nigeria. Au coup de sifflet final, le score reste inchangé. Le Nigeria rejoint la Guinée équatoriale en tête du groupe A. Les Équato-Guinéens ont battu en début d'après-midi la Guinée-Bissau par 4-2. Les deux équipes ne se sont pas fait de cadeaux tout au long du match. Emilio Nsou ouvre le score pour la Guinée équatoriale dès la 22e minute. À la 37e, la Guinée-Bissau égalise avec un but contre son camp d'Obiang. Les Équato-Guinéens repassent devant, Miranda est passé par là. Peu avant l'heure de jeu, Emilio Nsou signe un doublé pour le 3-1. Emilio Nsou fait encore feu de tout bois en signant un triplé. Il dribble le gardien pour inscrire son 3e but. 4-1 pour la Guinée équatoriale. La Guinée-Bissau tente tant bien que mal de revenir au score. Dans les arrêts de jeu, Zetourbo réduit l'écart. Le match se termine sur le score de 4-2 pour la Guinée équatoriale. Le choc au sommet entre l'Égypte et le Ghana s'est soldé par un match nul, 2 buts partout. Ce sont les Black Stars qui ouvrent le score aux ultimes instants de la première période. Le milieu de terrain Koudous trompe El Chanaoui par un tir puissant. 1-0 pour les Ghanéens. L'Égypte, malgré que sa star Mou Salah soit sorti sur blessure, pousse et finit par égaliser à la 69e minute. Marmouche est à l'œuvre après une erreur de Williams. Moins d'une minute après, le Ghana remonte la pente. Koudous signe un doublé. L'Égypte finit par égaliser. Mohamed marque après une passe de Trezeguet. 2 buts partout au coup de sifflet final. Égyptiens et Ghanéens se quittent dos à dos dans un match palpitant et plein de rebondissements. Le Ghana est ainsi dernier du groupe B avec 1 point. L'Égypte est 2e avec 2 points en attendant le match de ce vendredi entre le Cap-Vert et le Mozambique. Désormais, il est possible au Sénégal de payer les amendes forfaitaires via les plateformes de paiement digital. Une mesure mise en place pour atténuer les difficultés rencontrées par les usagers de la route en cas d'infraction. Dame Silla. Le projet de digitalisation de paiement des amendes forfaitaires entre dans le cadre de la modernisation des procédures administratives. Le ministère des Finances et du Budget, à travers la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor, acteur majeur de ce projet, a mis à la disposition des usagers de la route une plateforme dédiée au paiement digital des amendes forfaitaires. Le premier avantage, c'est d'abord la simplification. Vous pouvez payer par tous les moyens de paiement, aujourd'hui agréés par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, au lieu de commission de l'infraction. Au lieu de commission. Les paiements espèces, nous avons choisi de continuer à les faire au niveau de la brigade ou du commissariat de police de rattachement du lieu de l'infraction, au niveau des bornes. Quand je dis bornes, c'est les instruments qui sont là, qui permettront directement d'aller payer. Cette plateforme de paiement digital des amendes forfaitaires a été mise en place pour atténuer les difficultés rencontrées par les usagers de la route en cas de commission d'infraction. Nous, quand on lançait notre projet, c'est parce qu'ils étaient venus nous demander qu'est-ce qu'il faut faire pour que le paiement soit instantané. Parce qu'ils sont sur l'interurbain. Vous allez au niveau dans les régions, on vous arrête pour une infraction, il va falloir se déplacer jusqu'au commissariat ou bien jusqu'à la brigade, payer et revenir, alors qu'ils ont à faire 500 ou 600 km. Donc je pense que c'est une doléance qui est satisfaite. Ce projet permettra au Trésor public de sécuriser le paiement des contraventions et aux usagers un gain de temps,
C'est d'ailleurs un dispositif qui figure parmi les objectifs du plan Sénégal émergent, le nouveau référentiel des politiques publiques pour l'horizon 2035. C'est une plateforme qui a été vraiment voulue par la police nationale parce que quand même elle modernise le système d'encaissement des amendes forfaitaires qui permet d'avoir une plus grande visibilité sur ce qui se fait sur le terrain par les éléments. Un projet qui vient à son heure et qui, je pense, participe et participera à l'amélioration du service public, comme ça s'est fait avec d'autres structures comme la douane. Après la région de Dakar, pour la phase test, le projet sera étendu au reste du pays pour une meilleure prise en charge des préoccupations des usagers de la route. Libération des emprises et justement le comité de suivi et de coordination des activités chargé du pilotage des grands projets initiés par l'État s'est réuni en présence du gouverneur de la région de Dakar, un CRD qui a permis de lever les obstacles relatifs aux travaux de réalisation de routes et d'autoroutes dans la capitale, lesquels travaux sont d'ailleurs portés par l'AGEROUTE, agence des travaux et de gestion des routes du Sénégal. Lamine Fall, Maman Moussagnan. La route du développement passe par le développement d'un réseau d'infrastructures routières et autoroutières. L'AGEROUTE, l'agence des travaux et de gestion des routes, a entrepris un vaste programme de construction et d'entretien de son réseau. Un programme ambitieux qui se heurte dans son exécution à des contraintes. Nous avons donc passé en revue ces 16 projets dont le coût global avoisine 700 milliards. Pour nous enquérir auprès de AGEROUTE donc de leur consistance, de leur délai d'exécution, mais également des quelques contraintes auxquelles ils font face. Quand on dit un grand projet à Dakar, on est forcément confronté à des libérations d'emprise parce que tout le foncier plus ou moins est aujourd'hui occupé, mais également toute l'emprise du projet est partagée entre nous et les concessionnaires de réseau. En réalité, différents concessionnaires de réseau participent à l'exécution de travaux publics, créant un encombrement du sous-sol dans la région de Dakar. Dakar, c'est les réseaux téléphoniques, les réseaux d'assainissement, les réseaux de Sénélec, les réseaux de la SONES. Et quel que soit le projet, en principe, ce projet-là impacte ces différents réseaux. Dès lors, un travail de coordination s'impose afin de permettre à l'AGEROUTE de dérouler son plan stratégique 2023-2027. L'autoroute Dakar-Saint-Louis est en cours de projet, mais également le prolongement de la VDN. L'objectif pour nous, c'est que cette VDN puisse arriver au niveau de Diamniadio. Ça, c'est un volet, mais au-delà de ça, on a aussi tout ce qui est projet d'autopont et de pont à Dakar qui ont commencé en tout cas à être très très visibles et sur lesquels aujourd'hui l'AGEROUTE compte appuyer sur l'accélérateur pour encore mieux désenclaver ou améliorer la mobilité sur certaines zones compliquées du réseau. Des projets d'envergure qui, à coup sûr, accéléreront la mobilité dans Dakar et impacteront positivement la vie des populations. Une synergie d'action et de mise pour leur achèvement dans les délais impartis. Le Sénégal dispose désormais des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des ressources en eau, des documents de planification qui vont permettre à plus de 5 millions de personnes de disposer d'eau potable pour leur mise en œuvre en plan d'investissement de 7 500 milliards de francs CFA est présenté lors de la rencontre de partage des résultats de l'étude. Salut Sec. Dans la gestion des ressources en eau, un pas important vient d'être franchi. Avec la réalisation des schémas directeurs d'aménagement et de gestion, le Sénégal dispose pour la première fois d'un outil de planification pour le secteur. Et l'étude a permis ainsi de donner une idée claire du volume des ressources en eau disponibles. Nous avons des réserves d'eau souterraines de 300 à 400 milliards de mètres cubes. Aujourd'hui, au niveau des nappes, on peut pomper jusqu'à 536 000 mètres cubes. Sans compter maintenant les eaux de surface renouvelables sur lesquelles on s'est appesanti jusqu'à présent. Donc cette étude nous permet de
prévenir les risques de stress hydrique dans certaines zones. La Banque mondiale remercie donc le ministère de l'Eau et de l'Assainissement pour tous les efforts fournis pour améliorer le niveau de connaissance des ressources en eau et fournir un accès sécurisé à l'eau et à l'assainissement aux populations du Sénégal. Désormais, toutes les 5 unités du pays disposent d'un instrument de gestion et de planification, des schémas qui devront ainsi avoir des impacts positifs sur les populations. Pour l'alimentation en eau, c'est de permettre à plus de 5 millions de personnes de disposer d'eau potable. Au niveau de l'agriculture aussi, ça a été dans la présentation montré l'impact. Au niveau des mines, au niveau pastoral et piscicole, le nombre d'exploitants qui peuvent bénéficier de la mise en œuvre de ces schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. Pour leur mise en œuvre, un plan d'investissement de 5 700 milliards est présenté. La réalisation de ces outils marque ainsi un tournant historique dans la gestion et la sécurisation des ressources en eau au Sénégal. 5 700 milliards donc pour permettre à 5 millions de personnes de disposer d'eau potable au Sénégal. Nous parlons à présent du Fonds national de développement agro-silvopastoral qui déroule le projet agricole du projet Gunge Mbaye, mis en œuvre à travers un partenariat stratégique avec l'Agence belge de développement Enabel. L'Union européenne finance ce projet au profit des organisations professionnelles des filières arachides, mil, maïs, sorgho et sésame dans les 3 départements de Foundiougne, du Rip et Koungheul. Lamine Fall, Maman Moussania. La communauté du secteur agricole s'est réunie à Kaolack dans le bassin arachidier afin d'aborder une question actuelle et fédératrice. Il s'agissait pour nous de rassembler tous les experts en la matière au niveau de la chaîne de valeur semences pour qu'ils puissent réfléchir et nous sortir des plans d'action qui seront mis en œuvre. Parmi ces questions assez prioritaires pour l'État du Sénégal figurent les semences. À travers le projet Gunge Mbaye, le Fonds national de développement agro-silvopastoral travaille pour l'amélioration de la productivité, de la qualité et de la compétitivité des filières agricoles dans le centre du pays. Comment faire pour que ce projet puisse contribuer à vraiment aider à la résolution de cette problématique sur les semences. Les semences constituent un intrant stratégique vers l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Leur disponibilité et accessibilité interpellent les experts en la matière. Tant qu'on n'aura pas de semences appropriées, on ne pourra pas atteindre une production agricole conséquente avec le niveau de productivité qu'il faut pour atteindre la souveraineté alimentaire. Cette souveraineté alimentaire implique une filière semencière forte. Cependant, son développement se heurte à des difficultés. Au niveau de la suffisance des semences mères, parce que c'est ça le départ, des difficultés au niveau du contrôle, des difficultés également au niveau de la distribution. La distribution à grande échelle de semences certifiées et adaptées à l'environnement sera une aubaine pour les producteurs. Nous magnifions à sa juste valeur cette initiative de réunir toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire les experts semenciers, les acteurs agricoles, les banquiers. On parle beaucoup de souveraineté alimentaire qui passe nécessairement par celle semencière. Durant 3 jours, les réflexions vont porter sur la production de semences mères, leur financement, entre autres. Objectif, générer des dynamiques de développement économique territorialisées basées sur l'inclusion, la durabilité et la cohésion sociale. Le système des Nations Unies, à travers le PNUD, a organisé un forum sur le renforcement de la cohésion sociale et la prévention des conflits au Sénégal, en présence des organisations de la société civile, de l'ambassade du Canada, de la Commission électorale nationale autonome Sénat et du Haut Conseil du dialogue social. Le PNUD a réitéré son engagement de maintenir la paix et la stabilité dans ce contexte préélectoral. Toutes les parties prenantes ont unanimement plaidé pour une paix et une cohésion sociale durable. Neikou Madjaï. La paix et la cohésion, gage de stabilité sociale de toute nation. Le Sénégal, reconnu comme l'un des pays les plus stables en Afrique au plan politique, va élire un nouveau président de la République en février. En prélude à cette élection, le système des Nations Unies, à travers le PNUD, a organisé ce forum avec ses différents partenaires afin de lancer un message fort. Le Sénégal a longtemps et continue d'être reconnu comme un modèle de stabilité sur le plan politique et sécuritaire dans une sous-région marquée par de nombreux soubresauts. Il est donc fondamental de continuer à cultiver ces valeurs, à les transmettre aux générations futures
Le Haut Conseil du dialogue social, la Commission électorale nationale autonome Sénat, les organisations de la société civile et les ministères de la Femme et de la Communication ont tous saisi la nécessité d'intensifier les efforts afin de renforcer la cohésion nationale et prévenir les conflits. Nous avons tous vécu au Sénégal ces 2 dernières années un contexte politique particulièrement chargé, avec des troubles sociaux marqués par des actions regrettables entre mars 2021 et juin 2023. Mais par le dialogue, notamment par la tenue du dialogue national, le Sénégal a pu trouver les voies et moyens pour sortir de cette zone de turbulence. Et c'est la raison pour laquelle l'État a soutenu et accompagné les assises nationales qui viennent d'être bouclées, où les acteurs ont reconnu la nécessité de renforcer les médias en renforçant par travers la formation, la régulation, l'assainissement du secteur. L'ambassade du Canada a fortement contribué à la mise en œuvre du forum. Toutes les parties prenantes ont réitéré leur engagement à travailler main dans la main pour promouvoir le dialogue, maintenir la bonne gouvernance et renforcer la paix civile afin de réussir une élection apaisée. Culture, le groupe de rap américain de Invisible, Les Invisibles, séjourne actuellement au Sénégal dans le cadre du programme de coopération culturelle de l'ambassade des États-Unis à Dakar. Le groupe Les Invisibles a participé hier à une session d'échange culturel avec des artistes sénégalais. C'était au centre Guédiawaye Hip Hop à travers un concert bien rythmé. Les artistes sénégalais et américains ont rivalisé d'ardeur sur la scène. Mara Ndiaye et Ibrahim Mandong. Les Invisibles se découvrent. C'est le nom de ce groupe de rappeurs américains. Sur la scène du centre Guédiawaye Hip Hop, un lien s'opère entre les artistes sénégalais et ceux du pays de l'Oncle Sam. L'initiative découle d'une volonté de promouvoir des échanges à travers la musique et la culture. La culture est quelque chose de très universel. C'est pour dire qu'il est important que des jeunes de chez nous rencontrent des artistes américains, travaillent avec eux, parce que nous sommes très attachés aux États-Unis. Nous sommes des artistes hip-hop. Sans jamais avoir rencontré dans le passé l'ambassade, nous avons rencontré l'Amérique par le hip-hop, par la danse, par la musique, par le beatmaking, par le DJing. Donc c'est un pays qui nous intéresse. Maintenant, si nous avons la chance d'accueillir des artistes américains qui travaillent avec nous, qui collaborent avec nos jeunes, qui apprennent de nos jeunes et nos jeunes apprennent et que nos jeunes apprennent d'eux, c'est véritablement un rendez-vous du donner et du recevoir. Ce groupe américain séjourne au Sénégal dans le cadre d'une tournée sponsorisée par le programme de coopération culturelle de l'ambassade des États-Unis à Dakar. Des sessions de partage seront mises à profit des artistes locaux. Quand vous avez les artistes américains et sénégalais, vous félicitez l'évolution et l'avenir de cet art dans tous les deux pays. Donc c'est le moment d'élaborer sur le hip-hop américain et sénégalais par le partage des influences et de l'amitié entre les artistes. Les artistes sénégalais et américains se sont bien illustrés sur scène à travers un concert bien rythmé. Pour l'occasion, différentes sonorités émanant d'instruments locaux tels que le kora et autres ont été revisitées au grand bonheur du public. Après Dakar, le groupe américain Les Invisibles va se produire dans d'autres régions du Sénégal, comme à Saint-Louis, Louga et Thiès. L'actualité dans le monde sous forme de brève illustrée, elle nous mène aux États-Unis, en Israël et aux Comores où les contestations ont fait de nombreux blessés et un mort suite à la publication officielle des résultats de la présidentielle. Le récit de Philomène Constance Diagne. Aux Comores, les tensions se poursuivent après la victoire contestée par l'opposition du président sortant Azali Assoumani à la présidentielle. Une personne a été tuée et 5 autres blessés dans des heurts qui ont opposé des jeunes aux forces de l'ordre à Moroni. L'opposition dénonce des fraudes qualifiées de grossières et des bourrages d'urnes. Les manifestants réclament une annulation du scrutin. Beaucoup de dégâts matériels ont été enregistrés et la connexion à Internet a été perturbée depuis mercredi hier. Israël intensifie ce jeudi son offensive à Khan Younes, principale ville du sud de la bande de Gaza. Son armée poursuit par ailleurs ses raids en Cisjordanie. Lors d'une conférence de presse, le chef du gouvernement israélien a déclaré avoir informé les États-Unis de son opposition à la création d'un État palestinien après la guerre.
Dans le même temps, l'armée américaine a visé pour la 4e fois en moins d'une semaine les Houthis sur leur territoire au Yémen et dans la nuit du mercredi à jeudi, des frappes au sol sur 14 missiles des rebelles pro-Iran qui s'en prennent depuis des semaines au trafic maritime. Justement, les États-Unis qui disent ne pas vouloir d'escalade en Asie du Sud et en Asie centrale, une information donnée par le porte-parole de la Maison-Blanche. L'exécutif américain suit de très près les tensions entre les deux pays qui se sont aggravées selon John Kirby du Conseil de sécurité nationale. A souligné que les deux pays s'accusent fréquemment de permettre à des groupes rebelles d'opérer à partir du territoire de l'autre pour lancer des attaques. Téhéran a convoqué le chargé d'affaires pakistanais en Iran alors que le Premier ministre du Pakistan par intérim a écourté sa visite au Forum économique mondial de Davos. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée à tous. Toujours un plaisir de vous retrouver, chers amis téléspectateurs.